Des questions à poser, il nous reste un petit quart d'heure. Jean-Pierre Thibault. Oui, Jean-Pierre Thibault, c'est l'inspection générale de l'environnement. Bon, il y a une chose qui me paraît intéressante dans ce qui s'est dit au cours de toute la journée, c'est que en creux, on a exalté la beauté, mais on a aussi un peu désigné ce qui ne l'était pas. C'est-à-dire qu'en gros, on est parti de situations particulières qui étaient souvent des situations de chaos, dues notamment à cette espèce d'illusion technologique qui, par ailleurs, a produit un pays qui mangeait à sa faim et qui a produit un pays qui pouvait, ou des pays qui pouvaient se déplacer, favoriser les échanges et plein de choses intéressantes, mais qui aussi a fonctionné avec une parfaite incapacité de fédérer les disciplines. Ça, Paul Delduc l'a dit, mais il faut peut-être que l'on prolonge nos réflexions en voyant comment, désormais et très concrètement, réparer les dysfonctionnements, les incohérences qui se traduisent visuellement par ces espèces de chaos qui nous font qu'aujourd'hui, il y a un mal-être, il y a des difficultés, et que ces difficultés se focalisent sur des espaces particuliers. Et comment on répare ? C'est une perspective qui, à mon avis, devrait être la prochaine perspective du collectif. Comment va-t-on traiter ces entrées de ville ? Comment va-t-on traiter cette agriculture intensive et chimique ? Comment va-t-on traiter convenablement la transition énergétique pour qu'on n'ait pas cette espèce de paradoxe qui fait que nos concitoyens, dès qu'ils voient un élément, maintenant c'est les méthaniseurs, se disent mais c'est pas bien parce qu'on a tellement été... on nous a tellement infligé de choses successives qui, mises bout à bout, faisaient de la disharmonie, que maintenant tout élément supplémentaire nous paraît un petit peu incongru et suspect. Donc comment on dépasse ça ? Et peut-être qu'il y a d'autres sujets aussi à traiter. En tout cas, ce qui est certain, c'est, j'ai constaté que les petits bonshommes en jaune là, qui nous inquiètent beaucoup les gouvernants actuellement, et peut-être à juste titre, ils sont situés où ? Ils sont situés sur les ronds-points, une jolie figure de paysage. Ils sont situés dans les centres commerciaux de périphérie, là aussi c'est intéressant, où ils sont situés sur les échangeurs d'autoroutes. Bon. Pour l'instant, ils ne sont pas situés dans les grands ensembles périurbains dits quartiers sensibles, par euphémisme administratif. Mais ça pourrait venir aussi. Pour l'instant, disons que les dirigeants ont eu la chance que tout ça ne se focalise pas. Voilà. Donc, nos prochains horizons, c'est peut-être de voir comment on traite ça, comment on le traite, comment on le répare, comment on recrée de la beauté et de l'harmonie dans des espaces qui sont objectivement aujourd'hui chaotiques à tout point de vue, social, économique et environnemental. Voilà. C'est pas une question, c'est une contribution. J'avais eu envie de dire un truc, mais j'ai pas eu l'occasion, sur le Louvre-Lens, le geste de mettre le Louvre-Lens dans un ancien carreau de mine, qui était un gigantesque hérissement de chevalement et de machin, qui était noir évidemment. Et donc, ils ont effacé ça. Enfin, il paraît qu'il y a une maquette qui est très bien. Ils ont effacé ça. Et à la place, ils ont mis un bâtiment assez plat et qui est complètement blanc. Donc, c'est un geste. Et dans ce bâtiment blanc, qu'est-ce qu'on a mis ? On a mis des œuvres majeures du génie humain. Et ça, c'est un geste symbolique, je pense, qui est très important pour ce pays où il y a beaucoup à faire et beaucoup à réparer. Mais on commence à dire, on commence par dire, ce pays, il mérite la beauté du monde et de savoir ce que c'est que le génie humain. Et après ça, on a tout le reste à faire, mais peut-être on le fera. Et je pense que c'est un truc important, parce qu'il y a des gens qui disent que le Louvre-Lens c'est élitiste, que c'est parachuté, etc. Mais c'est un geste, je trouve, vraiment très, très remarquable. Et encore une fois, l'éducation, ça se fait en sachant ce que c'est que le génie humain et en persistant sur ses traces, la capacité d'invention. Voilà, il y a une autre question par là. Bon, c'est pas vraiment une question, c'est aussi une réflexion. Après toute la journée, c'est nous qui avons commencé, donc, mais après on a été un peu accablés, je ne sais pas si c'est le mot exact, mais c'est vrai que nous on vient d'un tout petit coin, pas loin, assez loin d'ici, et voir tous les moyens, tous les outils et tous les mécanismes qui existent dans la France, par exemple, parce qu'on était surtout axé sur les expériences françaises, mais pas seulement, ça nous
ça nous fait un effet contradictoire. D'un côté, on voit que les différentes façons de gérer tout ce qui fait rapport au paysage, selon les pays, selon les moyens, selon le gouvernement, et les lois et les moyens mis en place, ça change beaucoup. Ça change beaucoup les résultats et même la façon d'envisager des uns et des autres, des personnes et des élus et des institutions. C'est ce qu'on peut faire et c'est ce qu'on va faire. Alors, pour nous, en tout cas, c'est ce que j'ai à la fin de la journée. C'est ce que je pense, c'est que finalement, comme j'avais dit, comme ça a été repris, pour nous, le paysage, c'est le visage du territoire. Donc, ce n'est pas seulement ce qu'on voit, si c'est beau ou si c'est pas beau, c'est tout ce qui se passe derrière. Alors, agir sur ce qui se passe derrière, donc les conflits sociaux, donc la bonne santé de l'environnement, la dimension humaine, le rythme où ça se passe, les transformations, donc le rythme humain, donc rendre toujours, ne pas perdre de vue cette dimension humaine qui est responsabilité avant de tout de nous tous, comme personnes qui sont protagonistes de ces paysages-là. Donc, comme nous, on peut pas oser être à l'auteur de certaines démarches qui se passent en France ou en Belgique ou en Autriche, que ça, pour nous, c'est un peu c'est une espèce d'utopie qu'on n'arrive pas trop à saisir. Ce qu'on voudrait dire, en tout cas, que c'est à nous tous, comme personnes, chacun dans son métier, chacun dans son paysage, chacun dans son activité militante, qu'on est responsable. Et on doit obliger aux institutions et aux administrations, soit du niveau de la puissance qui est très différente qu'aujourd'hui on a vu ici, on a la responsabilité de prendre en main ce futur de nos paysages, qui sont très différents, mais pour nous tous, c'est notre visage. Donc, je pense qu'il faut essayer aussi de trouver, je pense que Pape, ils font ça aussi, donc, de trouver des alliances de complicité entre les citoyens, entre les populations, entre les gens qui ne sont pas les élus, les politiciens, sinon les gens à la base. Comment ça se fait? Je ne sais pas trop, en venant ici, en vous expliquant, en vous invitant chez nous pour venir aussi partager avec nous vos expériences. Et je profite pour dire que l'année prochaine, le mois de mai, à Priorat, il y aura un congrès international de paysage, agriculture et femmes. Vous êtes tous invités. Ça se fait, c'est la société civile qui organise tout ça. Et on invite surtout la société civile, mais on est tous société civile finalement. Donc les élus aussi, ils ne doivent jamais perdre de vue qu'ils sont avant tout citoyens. Donc voilà, je ne sais pas si je suis exprimé ce que je voulais dire, mais en tout cas, je laisse ça ici, voilà, comme ça. Merci. Rappelez-nous la date et le lieu, paysage, agriculture et femmes. Le mois de mai, le 9 et le 10 mai, à la Chartreuse de Scaladeille, au Priorat. Mais vous aurez des nouvelles. Parfait. Est-ce que je peux poser moi aussi une question comme Mathieu Calam nous a invités à nous rappeler que le contexte mondial et la COP24, que Jérôme Bignon, vous présidez un groupe de travail chargé des négociations climatiques. Quels sont les échos que vous avez de l'ambiance du monde depuis ce poste et de la capacité peut-être du paysage à trouver des lignes, des terrains d'entente? J'ai pas de choses extraordinaires à dire, puisque d'abord, je ne suis pas encore allé à la COP, je pars mardi, je crois. Je vais plutôt là, sur la deuxième semaine. Mais honnêtement, le climat n'est pas, si j'ose dire, exceptionnel. Ce mauvais jeu de mots. L'absence de beaucoup de chefs d'État, le retrait d'un certain nombre d'autres. On a évoqué tout à l'heure la position du Brésil, la position de M. Trump, la position
d'un certain nombre de pays, enfin même la Pologne, puissance invitante, qui passe son temps à dire qu'elle continuera de brûler du charbon tant qu'elle en aura besoin. Il n'y a pas de geste, quoi. On n'a pas l'impression qu'il y ait l'ambiance. En soi, cette COP est importante, mais c'est une COP intermédiaire. Alors on se dit toujours, si elle échoue, on va se rattraper à celle de 2020. Mais à chaque fois qu'on n'avance pas ou qu'on recule un peu, ça rend encore plus compliqué la COP de 2020. C'est une COP où on révise les engagements qui ont été pris en 2015 à Paris pour les rehausser. Le cas échéant, enfin, il faudrait arriver à les rehausser, hein, ce que disent. Et on n'a pas l'impression que ça soit le mouvement qui soit engagé. Donc, pour dire les choses, moi, je suis plutôt inquiet, surtout quand on a les nouvelles qu'on a sur qu'ils viennent du GIEC, qu'ils viennent de l'Ifremer pour la quantité de poissons dans la baie de Somme. C'est un petit phénomène, et c'est quand même un petit phénomène qui est révélateur d'une situation qui ne s'arrange pas. Et j'étais au conseil d'administration du Conservatoire du littoral la semaine dernière, avec le président de notre conseil scientifique qui nous expliquait que le niveau de l'eau montait, ce qui voulait dire que plus vite qu'on ne le pensait, ce qui voulait dire que la glace fondait plus vite qu'on ne le pensait, ce qui veut dire que l'impact du réchauffement est plus puissant sur des endroits très fragiles et que donc les réfugiés climatiques vont être plus nombreux, plus rapidement, etc. Donc le problème, c'est, moi je me pose, mais j'y suis enfin je veux dire que je pèse rien du tout, j'anime un groupe de travail, donc notre puissance de décision est absolument nulle. C'est simplement un groupe de travail qui a pour vocation de faire comme on fait aujourd'hui ici, c'est-à-dire entre gens assez convaincus, comment on fait pour être plus convaincus, pour agir tous ensemble, pour bouger, pour faire passer. Mais si je vous racontais ce que pensent les sénateurs du réchauffement climatique, vous seriez stupéfaits, j'ose même pas vous le dire, parce que il y en a, on vient de créer, comme l'a fait l'Assemblée nationale, un groupe partisan, c'est-à-dire qu'il y a tous les groupes qui viennent pour dire on essaye d'aligner nos positions, au moins sur un sujet, c'est le réchauffement climatique, parce qu'on est convaincus les uns les autres. Donc il y a, tous les groupes sont là, mais tous les groupes en petit nombre. On est 348 sénateurs, il y a 50 personnes. À l'Assemblée, ils sont 577, il y a, je crois qu'ils sont 200 dans le groupe qu'ils ont constitué. Donc il n'y a pas un élan. On pourrait imaginer que des sujets de ce type, au moins la majorité des assemblées soient présents dans le groupe, on y va tous ensemble, etc. Vous savez, au Sénat, la commission s'appelait Développement durable et aménagement du territoire. Et il y en a quelques-uns, là, il y a 2 ans, qui ont fait un forcing d'enfer pour qu'on s'appelle Aménagement du territoire et développement durable. Ça veut, au fond, ça n'a aucune importance, sauf que symboliquement, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore compris que l'aménagement du territoire, c'était une des composantes du développement durable et que donc on appelle la commission développement durable et ça englobe tout, le climat, la biodive, etc. Mais c'est pas le niveau culturel d'une partie de nos élus, de mes collègues. Je le dis sans aucun sentiment de supériorité, chacun pense comme il peut, mais on n'a pas l'impression. Le nombre de gens qui, dès qu'il y a eu un gilet jaune dans la rue, on dit il faut reculer sur le chien, abandonnons la taxe, elle n'était même pas encore votée, qu'on l'enlevait déjà. Enfin vrai, il y a pas d'élan en ce moment, hein. Il n'y a pas d'élan. Alors je ne dis pas que les choses ont été adroitement menées, mais je dis que c'était un sujet quand même mesuré. L'engagement climatique d'un pays sur la référence qu'il fait au carbone n'est pas forcément une mauvaise idée. Est-ce qu'il vaut mieux pas faire des économies sur le pétrole qu'on dépense en le payant aux Émirats arabes et à l'Arabie saoudite en payant une taxe que de payer du pétrole en l'important au détriment de notre balance commerciale. Enfin, ces questions-là, elles ne sont pas abordées une demi-seconde. Ça n'intéresse personne. Donc c'est pas très rassurant. Voilà, j'espère que je vous ai pas je vais pas vous empêcher de dormir, mais moi je dors pas très bien sur ces sujets-là. Voilà. Mathieu m'a dit hier qu'un truc que j'ai beaucoup aimé. Oui, non, je vais dire 2 choses. Non, donc, mon message, il est très clair de mon point de vue, c'est qu'il faut arrêter d'agir dans une vision salvatrice du monde. Si vous agissez en disant « nous allons sauver le monde », vous vous couchez le soir et vous ne vous réveillez pas le lendemain matin.
Maintenant, il faut agir par conscience, parce qu'on croit que c'est bien. Il faut affirmer que derrière ça, il y a du beau, ce qui est important, mais il y a aussi des valeurs. Et il y a du beau dans les valeurs. Toutes les valeurs ne se valent pas, si je puis dire. Et donc, je crois qu'il faut maintenant agir en conscience et il faut l'assumer. Voilà. L'un des problèmes qu'on a en France, c'est qu'on parle souvent des valeurs républicaines, et j'aimerais bien en avoir la liste. On ne sait pas ce que c'est. Et là, il est temps de dire qu'est-ce qu'elles constituent. C'est que, d'abord, nous ne travaillons pas pour les générations futures. Ça, c'était vrai il y a 20 ans, mais je suis désolé, nous sommes les générations futures. Ça, je crois que ça, tout le monde l'a compris maintenant. Et les générations d'après sont déjà là aussi, surtout les gens qui ont des enfants, donc ils vont avoir leurs petits-enfants. Et donc, je pense qu'il faut sortir du bois et affirmer par rapport à un discours utilitariste des valeurs. Ce qui pose aussi la question de est-ce qu'on peut agir seul ou est-ce que l'antienne qu'on a longtemps entendue, mais on ne peut pas agir parce qu'à cause de la concurrence mondiale, on ne peut pas ceci, cela, enfin vous voyez tout ce discours. Justement, c'est là l'importance des territoires qui nous ont été expliqués là, parce que ces territoires ont bougé dans le cadre social et économique tel qu'il était. Et donc ça montre qu'on a énormément de marge de manœuvre. Et donc on peut retourner la charge de la preuve et se tourner vers les territoires qui ne font rien et leur dire pourquoi ne faites-vous rien, puisque tel village, telle commune en Belgique fait, telle commune en Luxembourg fait, etc. etc. Et ça, je crois que c'est fondamental. Et la dernière chose, on a vécu une globalisation avec... La globalisation, c'est une injonction de se connecter. Et donc on est obsédé par l'idée d'être connecté. Ce que la crise de 2008 nous a appris, c'est que la globalisation fonctionne de manière asymétrique. Vous êtes obligé de vous connecter, mais on ne vous garantit pas que vous restez connecté. C'est ce qui est arrivé aux Grecs, typiquement. Tout d'un coup, ils n'ont plus accès au crédit. On leur avait dit, il faut... Et donc la notion d'enclavement reprend toute sa valeur. Ce dont nous avons besoin, c'est d'enclavement. Ce n'est pas de se désenclaver, c'est de s'enclaver d'une certaine manière. Alors, pas en termes d'idées, pas en termes de... etc. Je vous invite simplement à relire, il y a un extraordinaire texte de Keynes en 1934 sur la subsidiarité économique dans lequel il dit il faut continuer à échanger entre les cultures, mais produisons tout ce que nous pouvons produire là où nous sommes, et notamment, il dit il faut se réapproprier la finance. Et on a vu d'ailleurs aujourd'hui dans la journée que les territoires qui sont très avancés dans ces questions d'écologie, etc., sont aussi des territoires qui inventent des monnaies locales. Voilà. Et il y a un lien très très fort. Et donc, si on replace cette question du paysage dans l'ensemble du mouvement de la transition écologique, vous allez trouver chez les Basques quelque chose de très similaire au Vorarlberg, une très forte identité locale. Ils ont la monnaie locale la plus forte de France. Ils sont en train de basculer à l'énergie, etc. Et il faut bien reconnaître, dans une relation des fois un petit peu conflictuelle, mais politiquement médiée, avec le centre. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir de gilet jaune, mais le maire de Bayonne dit au gouvernement « Moi, je fais ma monnaie locale, et si ça vous emmerde, allez vous faire foutre. » Voilà. Une dernière question. Je voudrais quand même dire un truc, parce que hier, Mathieu m'a dit un truc qu'il a oublié de répéter. C'est Pape se pose des questions vraiment difficiles. Comment arriver à faire comprendre à des inspecteurs des finances, à des gens qui ont fait l'X et compagnie, qu'ils ne sont pas les seuls à avoir les clés du monde, puisque justement le monde ne va pas bien. Comment est-ce qu'on fait pour les adoucir? Et en fait, c'est un problème difficile. Et donc moi, je me creuse la tête en me disant, mais alors, on va leur expliquer comment. Et en particulier, par exemple, M. Delduc, est-ce qu'il pourrait décider des choses un peu plus ambitieuses pour mettre le paysage en amont des politiques d'aménagement, par exemple, de donner des moyens, de faire que la répartition des moyens à l'ADEME ou à la Caisse des dépôts aille quand même de façon majoritaire à la possibilité de faire comprendre que c'est plus intelligent de faire comme ça plutôt que de faire dans l'autre sens. Parce qu'il faudrait changer les arbitrages budgétaires, c'est évident, si on veut aller vers... Donc, comment instituer la transition? Et alors, Mathieu m'a dit, mais ne vous épuisez pas à faire des trucs comme ça, attendez que se casse la figure, et ce jour-là, on aura besoin de vous. Donc, je trouve que c'est très différent. Donc, c'est plutôt les crises du statu quo qui est extrêmement puissant, c'est ces crises qui vont faire qu'on aura besoin de nous. Donc, il faut qu'on affine nos machins, et le moment venu, on les montrera ce que c'est nos machins. Je vous laisse encore une dernière question. Bonsoir. Cette dernière question sera à deux voix, je pense.
Je vais faire la première voix et monsieur fera la deuxième. Ici, on est passionné d'efficacité et je me demande si on n'aurait pas été plus efficace à finalement se balader dans Lens ou ailleurs en France et parler des choses qui nous animent. Je suis relativement pessimiste, mais aujourd'hui, j'ai trouvé beaucoup d'optimisme. Et moi-même, étant jeune, j'ai envie de m'inclure en politique ou quoi, parce que je trouve que c'est un bon moyen d'action. Je me demande comment on fera, mais voilà, je me demande si chacun de nous, on est capable, à l'heure des réseaux, juste d'aller voir nos voisins et de discuter avec eux pour voir comment on fera la fête au moment de la crise, au moment de la fracture qui arrive. Oui, je voulais simplement vous poser une question prolongeant toutes les remarques qui viennent d'être faites. On parle de territoire, hein, d'acteurs locaux, de patrimoine, beaucoup, alors qu'il est question de transition écologique. Je pense que c'est une véritable fracture anthropologique, je l'ai dit tout à l'heure, à laquelle nous sommes confrontés. Et nous n'avons pas parlé, en tous les cas aujourd'hui, je ne crois pas l'avoir entendu, d'un autre phénomène important qui interroge aussi nos équilibres mondiaux, que sont actuellement les migrations, très importantes migrations de population sur ce territoire en pleine évolution de paysage. Et j'ai été choqué, je l'avais dit à l'époque, lorsque le TEPOS, que moi j'appelais territoire à énergie positive et solidaire, c'était ça le S, je croyais que c'était ça, et il a été transformé en territoire à énergie positive pour la croissance verte, ce qui l'a, de mon point de vue, complètement dénaturé, qui lui a fait perdre le sens premier que lui donnait le S. Alors on m'a dit, mais non, le S, c'était pas solidaire. Alors j'avais mal compris, mais j'ai fini... Je me suis dit que j'avais pris mes réformes des réalités. Voilà, parce qu'un TEPOS, c'est un... Je voulais dire, parce que de mon point de vue, un TEPOS, c'est un territoire à énergie positive et solidaire, donc un territoire accueillant. Il va falloir que nos territoires, pour se développer, soient aussi des territoires d'accueil. Solidaire, donc accueillant, c'est une belle conclusion. En attendant des retrouvailles, Odile, peut-être encore un mot de la fin. Le mot de la fin, c'est merci à tous d'être venus et d'avoir contribué par vos questions à ce moment d'enthousiasme. Il y aura évidemment des quantités de retombées dans les projets, je suppose, de toutes sortes de collectivités ou d'associations qui vont se lancer dans des trucs. PAP fait ce qu'il peut pour faire passer des messages, constituer des méthodos, imaginer des projets, donc on va continuer. Encore une fois, pour l'organisation de cette rencontre, nous remercions donc nos soutiens, donc le ministère de la Transition écologique et solidaire, et la Fondation pour le progrès de l'homme, il s'agit bien de ça. et puis, donc la région, le département, la communauté urbaine, enfin tout ça. Et plus spécifiquement, Laurent Sermis et Gaël des Déserts, qui ont tout préparé. Merci à tous en tous les cas.